Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de l'analyse financière. Donc après avoir rappelé les principes de la comptabilité générale marocaine dans une première vidéo, nous avons consacré la deuxième pour parler des origines de la comptabilité marocaine. Donc nous avons conclu que la comptabilité marocaine est une comptabilité qui a un caractère juridique et ce caractère juridique n'est pas utile pour la prise de décision. Donc afin de l'améliorer, on doit chercher un caractère économique à travers un certain nombre de retraitements et de reclassements. Pourquoi cherche-t-on ce caractère économique? Parce que ce caractère est utile pour la prise de décision. Alors, ce que vous voyez là, c'est le plan général de la matière. Donc, on a déjà fait cette petite introduction. Maintenant, on va voir le passage du bilan comptable au bilan financier. Donc, je souligne ce mot passage parce que le premier travail de l'analyste, c'est de préparer ce passage afin de trouver ce bilan financier qui a ce caractère qui est économique. Dans ce chapitre, on va voir également ce tableau de RR, TRR, tableau de retraitement et de reclassement. Le deuxième chapitre sera consacré à l'étude de l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, après avoir effectué l'ensemble des retraitements et des reclassements, on va avoir un bilan financier qui reflète la réalité économique de l'entreprise. Donc, à partir de ce bilan, on va étudier l'équilibre financier de l'entreprise. Dans le troisième chapitre, on va voir la méthode de ratio. Dans ces ratios, on va voir un certain nombre d'indicateurs qui sont utiles pour comprendre la situation financière de l'entreprise et également son activité et sa rentabilité. Et nous allons terminer avec l'analyse de l'ESG, état, solde de gestion. C'est l'un des états de synthèse de l'entreprise. Donc, on va essayer de le présenter et également d'expliquer son utilité et également son contenu. Alors, on va commencer avec le premier chapitre. Donc, le passage du bilan comptable au bilan financier. Alors, comme nous l'avons déjà signalé, le bilan comptable donc, comporte un caractère juridique qui n'est pas utile pour la prise de décision. Et donc, on doit chercher un bilan ou bien à faire des retraitements afin de retrouver un bilan financier qui a un caractère économique utile pour la prise de décision. Nous avons dit que l'analyse financière en fait représente ce pont qui nous permettra de faire ce passage à travers deux opérations d'une façon métaphorique présentée par ce vélo et comporte deux roues, première roue de retraitement, deuxième roue de reclassement. Alors on va commencer avec l'objet des retraitements. Donc comme je viens de le préciser, les retraitements ont pour objectif de refléter le caractère réel ou bien économique de l'entreprise afin de corriger donc ces insuffisances. Alors on va commencer avec l'actif, les retraitements et les reclassements qui touchent la partie actif. Et par la suite, on va parler des retraitements et des reclassements qui touchent la partie passif du bilan. Alors, on va essayer d'être méthodique et de suivre l'enchaînement de l'actif. Donc, on va commencer avec la classe 2 et par la suite, on va voir les autres éléments. Alors, vous pouvez, pour accompagner le cours, vous munir de vos plans comptables afin de suivre les éléments du bilan. Donc au niveau de l'actif, la première classe c'est la classe 2 qui s'appelle actif immobilisé. Et la première rubrique c'est la rubrique des immobilisations en non-valeur qui porte le chiffre 21. Alors cette rubrique est composée de plusieurs postes. Le premier qu'on va discuter c'est le poste frais préliminaires. Alors d'après la définition du Code général
de normalisation comptable, les frais préliminaires représentent les frais de constitution, les frais préalables au démarrage, d'augmentation de capital, les frais sur opération de fusion, de scission et de transformation, les frais de prospection, les frais de publicité et les autres frais préliminaires. Voilà, si vous voulez, les différents comptes qui existent à l'intérieur de ce poste du bilan. Donc, de façon générale, et c'est, si vous voulez, la chose la plus commune qui touche toutes les entreprises, ce poste comporte essentiellement les frais de constitution. C'est-à-dire, au moment de la création d'entreprise, on engage un certain nombre de frais liés à des opérations d'enregistrement et également de publicité, mais la publicité, s'il vous plaît, ici, non pas dans le sens commercial, c'est-à-dire on ne va pas faire la publicité des produits, mais c'est une publicité de la création de l'entreprise. Donc, les frais préalables au démarrage, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, les frais préliminaires dans cet exemple, ils sont positionnés parmi les éléments de l'actif immobilisé. Maintenant, je vais vous rappeler de la définition d'actif. Alors, qu'est-ce que nous avons dit par rapport à l'actif? On a dit que l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire tout simplement la richesse de l'entreprise. Donc, dans cette définition de l'actif, tout ce que l'entreprise possède, on peut dire que l'entreprise peut posséder des terrains, peut posséder des constructions, matériel outillage, matériel informatique, des terrains. Il peut également posséder un compte bancaire où il y a plein d'argent, également une caisse. Alors, c'est quoi le problème avec les frais préliminaires qui font partie des immobilisations en non-valeur? Alors, les frais préliminaires, par rapport à leur nature, d'origine, sont des éléments de charge. Ce sont à la base des charges. Et les charges, leur place normale, normalement, doivent être dans la classe 6 et non pas dans la classe 2. Donc ce sont des frais. Et si je reprends la définition de l'actif, on a dit l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Je peux posséder un terrain, mais est-ce que je peux posséder des frais? Sachant que des frais représentent des charges. La réponse, bien évidemment, c'est non. C'est-à-dire que finalement, la définition de l'actif ne passe pas avec les frais préliminaires, parce que je ne peux pas posséder quelque chose qui n'a pas de valeur. Je peux vendre mon terrain et avoir de l'argent. Je peux vendre mon mobilier et récupérer de l'argent. Je peux vendre mon matériel de transport et avoir de l'argent. Mais est-ce que je peux vendre les frais préliminaires et avoir de l'argent? La réponse, bien évidemment, est non. Et donc, les frais préliminaires n'ont pas de valeur. Alors, si je me contente du bilan comptable maintenant, d'après mon bilan comptable, ma richesse totale, elle est de 96 000. C'est-à-dire, ce que je possède, on va dire ici la richesse brute. Pourquoi j'appelle ça brute? Parce que bien évidemment, il faut retrancher les dettes pour avoir cette richesse nette. Mais on ne va pas parler de ça pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est cette richesse brute. Est-ce que vraiment sa valeur est 96 000? Alors on le sait, parmi les éléments d'actifs, il y a 6 000 de frais préliminaires. Donc est-ce que je peux dire que ma richesse est de 96 000? La réponse, bien évidemment, est non. Pourquoi? Parce que vous avez cette information qui vous dit que les frais préliminaires n'ont pas de valeur. Et donc, quelque chose qui n'a pas de valeur, sa valeur, c'est 0.
Donc automatiquement, les frais préliminaires, économiquement parlant, doivent être retranchés du bilan parce qu'ils n'ont pas de valeur, leur valeur est de 0. Donc économiquement, réellement, je ne peux pas dire que mon actif total est de 96, il est uniquement de 90 000. Pourquoi? Parce que les 16 000 n'ont pas de valeur. Alors la réponse maintenant qui se pose, pourquoi les frais préliminaires existent dans l'actif alors qu'ils n'ont pas de valeur? C'est une question légitime. Alors la réponse à cette question existe dans la composition de l'actif. Comme vous savez, l'actif il est composé de 3 éléments. Vous avez les éléments bruts, l'amortissement et le net. Contrairement au passif où il est composé uniquement du net. On a déjà dit que l'équilibre c'est entre le net et le net. Donc l'actif, on peut dire que c'est une machine d'amortissement. Autrement dit, on peut dire que tous les éléments, bon, il y a des exceptions, soit sont amortissables, ou bien on peut calculer ou bien établir sur lesquels on peut établir des provisions. Donc l'actif immobilisé, il y a des machines qui sont amortissables, mais également des terrains qui ne sont pas amortissables, mais sur lesquels on peut passer des provisions. Donc l'actif, on peut dire, c'est une machine d'amortissement qui permet de répartir sur le temps les charges. Et donc les frais préliminaires, ils sont dans l'actif, même s'ils n'ont pas de valeur, comme les terrains, comme les machines, comme le matériel de transport, etc. Même s'ils n'ont pas de valeur, ils sont là en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Voilà la raison pour laquelle les frais préliminaires. Et puis c'est normal, parce que normalement, quand on crée une entreprise par exemple, ce n'est pas en vue de la consommer sur un seul exercice, et donc on doit passer ces éléments dans les charges. La réponse est non. Ce sont des charges qui touchent plusieurs exercices, d'où la nécessité de les faire amortir. Bien sûr, les frais préliminaires, ils sont là, parce que la comptabilité également est obligatoire. Et donc, selon le principe de clarté, le plan comptable vous donne ce compte, donc vous devez suivre à la lettre les obligations comptables. Donc maintenant, revenons au retraitement que nous sommes en train de faire. Donc on a dit que les frais préliminaires n'ont pas de valeur, et donc on doit les éliminer. Mais si on les élimine, comme vous pouvez le remarquer, on a déséquilibré notre bilan. Au niveau du bilan, ou bien au niveau de l'actif, nous avons 90 000, alors qu'au niveau du passif, on a 96 000. Donc pour rétablir maintenant l'équilibre, on a besoin de retrancher 6 000 dirhams du passif pour retrouver notre équilibre. Maintenant, la question qu'on va poser, d'où exactement allons-nous retrancher les 6 000 dirhams? Donc vous avez ici plusieurs possibilités. Vous pouvez le retrancher des capitaux propres, des dettes de financement, des dettes fournisseurs. Mais quel est le poste ou bien le compte duquel on va retrancher les 6 000? Alors je vais vous demander quand même de mettre en pause la vidéo et d'essayer de réfléchir à la réponse. Alors si vous l'avez bien deviné, le compte duquel on va retrancher les 6 000 dirhams n'est pas celui des dettes de financement. Alors pourquoi? Parce que les dettes de financement, c'est l'argent des tiers. Donc vous ne pouvez pas toucher à ce sont des dettes externes. Donc vous ne pouvez pas retrancher les 6 000 d'ici. La même chose pour le compte fournisseur. Et donc le compte duquel on va retrancher les 6 000 dirhams, c'est bien évidemment le poste capitaux propres.
Donc si on va retrancher des capitaux propres, les 6000 dirhams, on va retrouver notre équilibre. Donc on aura ici 54 000. Et donc ici, quand vous allez faire la somme, vous allez retrouver ici le montant de 90 000. Donc je récapitule. Quand on a retranché les 6 000 de l'actif ou bien des frais préliminaires, on a déséquilibré notre bilan de 6 000 dirhams. Pour retrouver l'équilibre, on doit faire la même chose au niveau du passif. La question que nous avons posée, c'est d'où exactement? Alors, on ne peut pas toucher à l'argent des tiers, c'est-à-dire les dettes externes. Donc, la seule option, c'est les capitaux propres. Alors, les capitaux propres, parce que tout simplement, les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. C'est la contrepartie de la richesse de l'entreprise. J'aimerais bien que vous vous rappelez de ce processus d'explication. Alors, contrepartie de la richesse de l'entreprise. Alors, j'aimerais bien souligner à nouveau ce que je viens d'expliquer, mais d'une façon plus générale. Alors, si on analyse le passif, on a dit le passif, c'est tout ce que l'entreprise doit aux associés et aux autres débiteurs, ou bien d'autres créditeurs. Donc vous avez là, dans le passif, deux éléments. Dans le passif, on peut le diviser en deux éléments de nature différente. Vous avez les capitaux propres et vous avez les dettes. Donc soit on va retrancher des capitaux propres ou bien des dettes. Et puisque ce sont les associés qui sont concernés par la richesse de l'entreprise et on a diminué leur richesse de 6 000 dirhams, comme vous pouvez le voir, donc leur richesse dans le passif, ou bien la contrepartie de cette richesse qui sont les capitaux propres, doivent subir également le même sort, c'est-à-dire qu'on doit retrancher les 6 000 des capitaux propres. Voilà maintenant concernant ce premier retraitement des frais préliminaires. Alors je vais reprendre le point de vue financier maintenant, bien économique. Donc du point de vue financier et économique, les frais préliminaires doivent être exclus des éléments d'actifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Économiquement, ils n'ont pas de valeur. Alors en contrepartie, on retranche le même montant des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Et donc, on peut dire que après transformation, donc voilà le bilan comptable, le bilan initial. Donc, après avoir retranché les 6 000 dirhams et toute la ligne frais préliminaires, parce que j'ai dit que ces frais préliminaires n'ont pas de valeur, alors que l'actif, c'est ce que l'entreprise possède, c'est la richesse de l'entreprise. Donc automatiquement, on obtient le bilan qu'on va appeler ici le bilan financier. Parce que c'est un bilan qui reflète la réalité économique. Alors, vous allez remarquer également que nous avons retranché des capitaux propres, les 6 000 ici. Donc, moins 6 000 ici et moins 6 000 ici. Donc, on a retrouvé l'équilibre à nouveau. Maintenant, pour faire les retraitements, on n'a pas à chaque fois si vous voulez, à redessiner le tableau correspondant au bilan. C'est pourquoi les praticiens et les analystes financiers ont inventé un tableau qui est très connu en analyse financière et qui est appelé le tableau des retraitements
et des reclassements. Ce tableau il a pour objectif de faciliter les opérations de retraitement. Alors je vais vous expliquer le contenu de ce tableau et par la suite on va voir comment le remplir. Surtout la première ligne ici que vous voyez qui s'appelle le total comptable avant retraitement et reclassement. Avant R ça veut dire avant retraitement et avant reclassement. Alors au niveau des colonnes, vous pouvez voir ici que nous avons à la fois l'actif et nous avons le passif, mais structuré d'une façon différente. Alors je vais vous expliquer la signification de chaque élément. Alors VI ici qui existe au niveau des éléments d'actifs veut dire les valeurs ou bien les valeurs immobilisées ou bien les valeurs immobilisation. Alors les valeurs immobilisées concernent tout simplement tous les éléments qui existent dans la classe 2. C'est-à-dire tout simplement l'actif immobilisé. Il suffit de voir dans le bilan comptable, bien sûr, avant retraitement et reclassement, et vous allez remplir ce premier champ. Bien sûr, tout à l'heure, on va voir un exemple. Et puis, vous avez VE, ce sont tout simplement les valeurs d'exploitation. Alors, les valeurs d'exploitation font référence au stock, c'est-à-dire la rubrique 31. Alors, vous pouvez voir dans votre bilan et vous allez avoir le montant, le premier élément à remplir. Par la suite, vous avez VR, les valeurs réalisables. Alors, les valeurs réalisables contiennent plusieurs éléments. Vous avez les créances de l'actif circulant, c'est la rubrique 34. Vous pouvez voir au fur et à mesure sur vos plans comptables. Les titres et valeurs de placement, c'est la rubrique 35. Les écarts de conversion actifs, c'est la rubrique 37. Et puis les provisions pour dépréciation de l'actif circulant, la rubrique 38. Bien sûr, on va revenir par la suite à l'explication de l'ensemble de ces éléments chemin faisant. Et puis le dernier élément de l'actif, c'est VD. Ce sont les valeurs disponibles. Les valeurs disponibles. Les valeurs disponibles sont tout simplement la partie trésorerie active, c'est-à-dire la rubrique 51. Voilà concernant l'actif, comme je vous ai dit, on va faire une petite application sur un bilan tout de suite. Et puis vous avez la partie passive qui est codifiée CP, DMLT et DCT. Alors CP veut dire tout simplement capitaux propres. Donc c'est la rubrique 11. DMLT veut dire dette à moyen long terme. Alors elle est composée des capitaux propres assimilés 13, les dettes de financement 14, les provisions durables pour risques et charges 15 et les écarts de conversion passifs 17. Là également, je vous recommande d'aller suivre sur vos plans comptables ces éléments. Vous avez la dernière colonne, DCT, c'est-à-dire des dettes à court terme. Elle est composée des dettes du passif circulant, le 44, les autres provisions pour risques et charges, c'est 45. Et puis vous avez les écarts de conversion passif qui existent dans la rubrique 47. Et finalement, vous avez la partie trésorerie passif qui est tout simplement la rubrique 55. Alors on va essayer de voir une petite application, comment remplir, avant même de commencer les retraitements et le reclassement, une petite application, comment remplir ce premier tableau. Et bien sûr le fichier sera joint également au cours et à cet enregistrement. Donc ça c'est, si vous voulez, le résultat, mais je vais vous montrer également l'origine de ces valeurs. Donc on va prendre un bilan qui contient un certain nombre d'informations sur une entreprise. Donc on va essayer de revenir en même temps à la présentation pour voir les différents éléments. Donc on a dit VI représente tout simplement les valeurs immobilisées, autrement dit l'actif immobilisé. Donc sans problème, on peut avoir ce montant à partir
du bilan. C'est tout simplement le total de l'actif immobilisé. Ce total, il existe dans cette partie-là. Donc, je prends bien sûr l'exercice en cours, parce que ça c'est l'exercice N-1. Donc, je m'intéresse uniquement à l'exercice 2019. Vous pouvez le voir ici. Et je prends la partie nette. Je prends la partie nette parce que cette partie-là, c'est le net. Et je prends le total. Donc, ce total-là, je vais le mettre dans mon tableau. Comme vous pouvez le voir ici. Dans la présentation. Voilà, les 4083. Et puis vous avez les valeurs d'exploitation. On a dit les valeurs d'exploitation représentent tout simplement les stocks. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la partie stock. Et je prends cette valeur. $11 909 qui se retrouve dans le bilan. Donc cette valeur-là, je vais la voir sur la partie valeur exploitation. Elle est là. Et puis les valeurs réalisables. On a dit les valeurs réalisables sont constituées de plusieurs éléments, à savoir les créances de l'actif circulant, donc je vais prendre cette partie-là, c'est le total. Elle est constituée également des TVP, c'est-à-dire les titres et valeurs de placement, donc je vais ajouter ce total. Les écarts de conversion également, donc plus ce montant. Et le cas échéant, et ce n'est pas le cas ici, les provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Donc je fais la somme de tout ça. Donc ce n'est pas le total, hein, je ne prends pas ça, mais je fais la somme de ces trois éléments. Alors si vous faites la somme de ces trois éléments, vous allez avoir le total qui existe sur ce tableau de retraitement qui est là. Donc le montant de 9150. Alors nous avons également la dernière colonne concernant l'actif, c'est ou bien ce sont les valeurs disponibles. On a dit les valeurs disponibles sont tout simplement la partie trésorerie active, c'est-à-dire la rubrique 51. Alors, je vais aller directement sur mon bilan et là, j'ai cette partie-là de la trésorerie active 44 que je vais mettre sur mon tableau. Elle est là, 44. Voilà, si vous voulez, concernant la partie actif. Maintenant, pour la partie passif, on a dit elle est composée des capitaux propres, dettes moyen long terme et les dettes à court terme. Alors, pour les capitaux propres, donc je vais reprendre le bilan et je vais aller voir dans la partie passif. Alors, la partie passif, elle est là. Donc, on a dit qu'on prend les capitaux propres. Donc, je vais reprendre cette valeur qui est là. C'est-à-dire 5882. Alors, je vais revenir pour retrouver cette valeur sur mon tableau. Donc, cette valeur existe bel et bien ici. Donc, 5882.
Alors les dettes moyen long terme sont constituées des capitaux propres assimilés, également les provisions pour risques et charges, également on prend en considération les écarts de conversion actifs, les dettes de financement, etc. Donc je vais revenir sur mon bilan pour vous montrer les valeurs à prendre en considération. Donc on a dit pour les dettes moyen long terme, on prend les capitaux propres assimilés, on y ajoute les dettes de financement qui sont ici de 2000. Donc voilà, je reprends. Donc on prend les capitaux propres assimilés, on y ajoute les dettes de financement de 2000, on prend également les provisions durables, c'est la rubrique 15, on prend également écart de conversion passif, et voilà, donc ça ce sont les éléments qu'on prend dans la partie dette moyen long terme. Alors si vous faites la somme de l'ensemble de ces éléments, vous allez retrouver la valeur suivante. 3000. Donc ça c'est pour les dettes moyen long terme. Et puis la dernière colonne, vous avez les dettes à court terme. Alors tout ce qui reste maintenant représente, dans la partie passive, représente les dettes à court terme. Donc on va commencer par les dettes du passif circulant, donc qui sont ici de 13 893. On prend également la rubrique 45, c'est-à-dire les autres provisions pour risques et charges, les écarts de conversion passifs, la rubrique 27, c'est la rubrique 27 également, et on y ajoute également la trésorerie passive. Tous ces éléments constituent les dettes à court terme. Alors si vous faites la somme de tout ça, vous allez retrouver ce que vous avez ici sur le bilan. Donc 16 304. Alors, vous avez un moyen pour contrôler si vous avez bien rempli votre tableau, c'est qu'à la fin, il faut retrouver que le total actif égale le total passif. Si vous faites la somme, ici, vous retrouvez l'équilibre avec le total passif, c'est-à-dire que vous avez bien pris les valeurs du bilan. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas commencé l'analyse financière, on a juste repris les valeurs comptables, c'est-à-dire avant même de commencer les retraitements et les reclassements. Comme je vous ai dit, ce tableau il a pour objectif de simplifier le passage du bilan comptable au bilan financier. Au lieu à chaque fois d'éliminer un élément, ce tableau facilite le travail comme on va le voir. Donc c'est un tableau qui va nous accompagner tout au long de nos opérations. À chaque fois qu'on va avoir une opération, on va faire des opérations de retraitement et de reclassement. Alors, je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait par exemple les frais préliminaires. Donc, cette partie-là, c'est à partir du bilan comptable. Tout ce que vous avez ici représente les opérations de retraitement et de reclassement. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, les frais préliminaires. Je vais les mettre sur cette ligne. Alors, première question, où sont ces frais préliminaires dans mon bilan comptable? La réponse, les frais préliminaires font partie des immobilisations. Les immobilisations en non-valeur
qui existent parmi les éléments d'actifs immobilisés et donc parmi les valeurs immobilisées. Donc ils sont là. Donc, puisqu'ils sont dans ce montant de 4083, on a dit que les 6000 ne représentent pas une richesse. Donc il faut les éliminer. Donc éliminer, donc je vais utiliser ici moins 6000. Alors en mettant ici moins 6000, j'ai déséquilibré mon bilan. Donc pour retrouver l'équilibre, je dois retrancher 6000, non pas des dettes, soit à moyen long terme ou bien à court terme, mais comme je vous ai dit, on les retranche des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Et donc au lieu d'à chaque fois de retracer le bilan pour montrer les retraitements, on va utiliser ce TRR, le tableau de retraitement et de reclassement. Maintenant, on va enchaîner avec un autre élément des immobilisations en non-valeur et on va voir la rubrique 212 qui est appelée, d'après le plan comptable, charges à répartir sur plusieurs exercices. Alors, les charges à répartir sur plusieurs exercices sont composées de 3 comptes. Vous avez les frais d'acquisition des immobilisations qu'on va traiter dans ce slide, les frais d'émission des emprunts qu'on va laisser pour après et les autres charges à répartir. Alors concernant le premier point ou bien le premier compte, frais d'acquisition des immobilisations, alors il s'agit tout simplement des frais. Et quand je prononce le mot frais, c'est-à-dire que à la base, ce sont des charges. Comme je viens de vous dire, les charges, leur place normale, c'est dans la classe 6. Qu'est-ce qu'ils font dans la classe 2? C'est en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Alors, les frais d'acquisition des immobilisations représentent les frais qu'on ne peut pas incorporer dans la valeur d'entrée de l'immobilisation. Ils sont composés des droits de mutation, les frais d'acte et honoraires. Alors, je vais vous donner un exemple et par la suite, on va voir l'exemple qui existe sur le slide. Alors, quand vous achetez des immobilisations, on doit calculer ce qu'on appelle le coût d'entrée. Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que votre entreprise a importé un matériel de l'étranger. Alors, la valeur de ce matériel est de, par exemple, 10 000 euros. Au moment de l'importation, vous avez payé par exemple des droits de douane. Les droits de douane, par exemple, on va dire 5 000 dirhams. Vous avez également payé des frais de transport. On va dire de 4 000. Et vous avez également été assisté par, on va dire, un avocat pour toutes les opérations, ou bien pour sécuriser l'opération à l'international, et vous avez payé sur la base de ce service des honoraires. Ces honoraires sont par exemple de 3 000. On va supposer que les paiements, ou bien l'ensemble de ces paiements sont effectués par chèque bancaire. Alors au moment de l'acquisition, 1 euro est égal à 10 dirhams. Bien sûr, on ne peut pas enregistrer avec la monnaie étrangère, c'est-à-dire l'euro, dans cet exemple, parce que tout simplement, il y a un principe du coût historique qui nous dit que la valeur d'entrée des immobilisations se fait en dirhams courants. Donc on doit faire la conversion. Alors, pour faire les enregistrements, on doit tout simplement calculer ce qu'on appelle le coût d'entrée. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous pouvez avoir dans la tête, ces éléments
ne sont pas enregistrés dans la classe 6. Eh bien, on ne va pas les enregistrer parmi les charges. On doit calculer ce qu'on appelle un coût d'entrée. Alors, le coût d'entrée, selon le Code général de normalisation comptable, comprend la valeur du matériel, hors taxe, les droits de douane s'il existe, les frais de transport, les frais également de montage et d'essai. Voilà la définition donnée selon le plan comptable. Donc avant de faire l'enregistrement, on doit calculer ce coût qu'on appelle le coût d'entrée. C'est des choses que vous avez vues certainement en comptabilité. Alors le coût d'entrée, il est composé de la valeur du matériel qui est dans cet exemple 100 000 dirhams après conversion, plus les droits de douane, plus les frais de transport. Donc, on a ici un montant de 109 000. Et cette valeur, c'est elle qu'on va amortir par la suite et qu'on va attribuer à la valeur matériel et outillage. On va appeler par la suite matériel et outillage. C'est-à-dire qu'on ne va pas comptabiliser chaque élément à part parce qu'il s'agit d'une immobilisation. Contrairement à cela, s'il s'agissait des achats de marchandises, selon ce que vous avez étudié dans la partie de la comptabilité courante, ou bien les opérations courantes, le transport est comptabilisé à part les droits de douane également. Donc là, il ne s'agit pas des marchandises, il s'agit d'une immobilisation. Et les immobilisations sont enregistrées avec le coût d'entrée ou bien la valeur d'origine qui comprend les éléments que vous voyez là. Et donc, on ne prend pas en considération les honoraires parmi le coût d'entrée selon la comptabilité marocaine. Et également, ces honoraires ne sont pas comptabilisés parmi les charges non plus. Bien comme une charge. Alors, comment on fait les enregistrements? Voilà le journal. Donc, le matériel et outillage, elle est là. Qui figure avec la valeur de 109 000. C'est-à-dire, y compris les droits de douane et le transport. Alors, où est-ce qu'on va enregistrer les honoraires? On ne va pas les enregistrer parmi les autres charges externes, c'est-à-dire dans la classe 6 non plus. Ils seront enregistrés comme des frais d'acquisition des immobilisations. $3 000 ici. Et donc la contrepartie sera enregistrée dans la partie banque, le total. Voilà comment on enregistre, ou bien un exemple d'enregistrement des frais d'acquisition. Donc ce sont des frais qui ne sont pas incorporés. Les droits de douane sont incorporés. Le transport est incorporé. Les frais de montage et d'essai sont incorporés dans le coût d'entrée. Mais il y a des honoraires, il y a des frais d'acte et de droits de mutation. Ces éléments-là ne sont pas enregistrés dans la valeur d'entrée et ne sont pas également enregistrés non plus dans les charges et sont enregistrés dans la partie frais d'acquisition des immobilisations. Voilà, si vous voulez, la partie comptable. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai sur le slide. C'est un exemple d'acquisition d'un local commercial d'une valeur de 200 000 dirhams. L'entreprise a payé 4 000 dirhams de frais de notaire. Alors l'enregistrement, donc puisqu'il s'agit d'un local commercial, on utilise c'est une immobilisation, donc on utilise bâtiment, d'accord. Alors pour la question
des frais de notaire, ils ne sont pas enregistrés parmi les honoraires dans la classe 6, mais sont enregistrés dans ce compte de frais d'acquisition des immobilisations dans la classe 2. Et puis bien sûr la TVA, la contrepartie, c'est la banque. Maintenant, je ne vais pas parler de ce qui est comptable. Ce qui est comptable a été expliqué, mais je vais parler de la nature de ces éléments, bien de ces frais d'acquisition. Tout le monde est d'accord que ce sont des frais d'acquisition des immobilisations qui, de par leur nature, représentent des charges. Ce sont à la base des charges. Leur place normale, c'est la classe 6. Leur place normale, c'est la classe 6 et non pas la classe 2. Parce qu'on a dit l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède, c'est la richesse de l'entreprise. Donc je ne peux pas posséder des frais, je ne peux pas posséder des charges. Je peux posséder un bâtiment, je peux posséder un terrain, je peux posséder un compte bancaire, mais je ne peux pas dire je peux posséder une charge ou bien des frais. Et donc ces frais d'acquisition, leur place normale, c'est la classe 6. Qu'est-ce qu'ils font dans la classe 2 ? Qu'est-ce qu'ils font dans la classe 2 ? La réponse est déjà donnée. C'est en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Parce que j'ai dit que la classe 2 est une machine d'amortissement. Et donc, financièrement parlant, ou bien économiquement parlant, ce sont des éléments qui n'ont pas de valeur. Du point de vue financier, donc, il faut les éliminer. Elles doivent être exclues. Bien sûr, si vous allez exclure les frais d'acquisition, vous allez à nouveau déséquilibrer votre bilan. Pour retrouver l'équilibre, il faut retrancher le même montant des capitaux propres là également. Alors pourquoi les capitaux propres ? Parce que tout simplement les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Donc on se retrouve avec le même raisonnement que nous avons discuté tout à l'heure avec les frais préliminaires. Alors maintenant, on va voir l'exemple des autres charges à répartir qui portent le numéro de compte 2128. Comme vous pouvez le remarquer, on a sauté sur les frais d'émission des emprunts. Alors ces frais, on va les voir par la suite. Alors, pour les autres charges à répartir, elles concernent les grosses réparations prévues par l'entreprise. Également les frais de transfert d'un établissement, etc. Alors, le caractère commun de ces dépenses, c'est que ce sont des charges à répartir, c'est-à-dire à répartir sur plusieurs exercices. Alors, je vais vous donner l'exemple des frais d'entretien. Alors, supposons que l'entreprise a réalisé des travaux d'entretien d'un montant de 5000 dirhams au cours de l'exercice. Alors, comment, selon bien sûr vos connaissances, on va enregistrer ces frais d'entretien ? Je vais vous demander à nouveau de mettre en pause la vidéo et de réfléchir à la réponse. Alors, si vous l'avez bien deviné, ce montant de 5000 dirhams sera enregistré dans les autres charges externes et dans le compte entretien et réparation que vous pouvez consulter sur vos plans comptables, avec la TVA également et puis le moyen de paiement. Alors on n'a pas utilisé ce compte entre charges à répartir, on a utilisé le compte des charges. Pourquoi ? Parce que le montant est relativement faible. Alors que les autres charges à répartir, d'après la définition, ça concerne les grosses, c'est-à-dire les montants, les grands montants de réparation. 5000 dirhams ne représentent rien du tout pour l'entreprise, ni dans ses dépenses, charges, ou bien dans son chiffre d'affaires. Donc 5000 dirhams, ils seront enregistrés naturellement dans le compte entretien et réparation. Alors je vais supposer que l'entreprise a également réalisé les mêmes travaux, mais cette fois-ci des travaux plus consistants d'un montant de 500 000 dirhams. Alors dans ce cas, on ne va pas utiliser ce compte de la classe 6,
mais on va utiliser autre charge à répartir, c'est-à-dire le compte de la classe 2. Alors pourquoi on a utilisé ce compte-là? Parce qu'il s'agit d'un montant qui est très important. Et donc je ne peux pas l'enregistrer directement dans la classe 6. Je vais d'abord l'enregistrer dans la classe 2 et par la suite, on va l'amortir sur plusieurs exercices. Alors je peux vous expliquer grosso modo pourquoi cette distinction. Ça a un rapport tout simplement avec l'impôt que l'entreprise va payer à l'État. C'est question d'impôt. Cette distinction est là pour origine simplement la question d'impôt. Alors, quand vous avez par exemple, ou bien quand vous enregistrez une charge de 5000 dirhams dans votre comptabilité. Alors, bien sûr, comme vous savez, le résultat de l'entreprise, est calculé en mettant la différence entre deux éléments, les produits moins les charges. C'est la seule façon et unique façon pour calculer le résultat. Alors vous avez une deuxième relation qui suit cette première. Bon, je simplifie. Nous avons la question de l'impôt. Alors l'impôt, il est calculé comment? L'impôt, il est calculé en mettant un pourcentage fois le résultat. Je vous demande de retenir ces deux relations parce qu'ils seront fondamentales pour la suite pour comprendre l'impôt différé. Donc vous avez le résultat qui est calculé de la façon suivante et vous avez l'impôt également qui est calculé comme un pourcentage de ce résultat. Et bien sûr l'impôt intéresse cette partie prenante qui est l'État. L'État sera toujours contente d'avoir des impôts parce que les impôts représentent pour elle des recettes. Alors maintenant, quel est l'impact de ces écritures sur le résultat et donc l'impôt que l'État va récupérer? Alors si on prend le premier cas, vous avez passé dans les charges 5000 dirhams, c'est-à-dire que vous allez comptabiliser ici 5000 dirhams. Alors quand vous allez mettre dans les charges 5000 dirhams, donc automatiquement les charges vont augmenter de 5000 et votre résultat va diminuer, mais va diminuer uniquement de 5000 dirhams. Alors si le résultat diminue de 5000 dirhams uniquement, l'impôt va diminuer légèrement. Ce n'est pas significatif pour l'État. Donc, il vous laisse passer le montant dans la classe 6. Les petits montants, vous pouvez les enregistrer dans les entretiens et réparations. Maintenant, s'il s'agit d'un grand montant, comme celui dans le deuxième exemple, il ne s'agit pas d'enregistrer 5000, mais il s'agit d'enregistrer 500 000. C'est-à-dire que le résultat va baisser, mais va baisser de façon très importante. Et si le résultat va baisser de cette façon, automatiquement également, l'impôt va baisser d'une façon très importante. Et c'est ce que l'État ne voudra pas voir. Et donc automatiquement, l'État demande aux entreprises, concernant les montants qui sont très élevés, de les enregistrer non pas dans la classe 6, c'est-à-dire parmi les charges, mais de les enregistrer dans la classe 2. Comme ça, on va éviter d'avoir un grand impact sur le résultat. Quand vous allez les enregistrer dans la classe 2, vous allez les amortir à travers les dotations, mais petit à petit. Et donc, l'incidence et l'impact sur l'impôt va être, si vous voulez, amorti dans le temps. Voilà, si vous voulez, pourquoi il y a cette distinction.
Il reste une seule question à discuter, quel est le seuil? C'est-à-dire à partir de quel moment on peut enregistrer dans autre charge à répartir ces frais, ou bien dans la classe 6. La réponse n'existe pas. C'est-à-dire on laisse le choix aux entreprises de décider. Chaque entreprise il a une dimension qui est propre à elle, et donc on ne peut pas dire voilà le seuil à partir duquel on va passer dans la classe 2 ou bien on va rester dans la classe 6. Il n'y a pas de montant précis. Faites ce que vous voulez en tant que comptable, bien sûr en essayant d'éviter l'impact sur l'impôt et sur le résultat en premier lieu. Donc faites vos calculs, faites vos estimations. Si jamais vous avez une inspection de l'administration fiscale, on peut tout simplement vous infliger une amende. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé la classe 6 au lieu de la classe 2. Donc on laisse, c'est une question si vous voulez, qu'on laisse aux entreprises. Et par la suite, c'est le contrôle fiscal qui va trancher. Voilà si vous voulez concernant ce compte, autre charge à répartir. Alors d'une façon générale maintenant, concernant les autres charges à répartir, donc on a compris que ce sont à la base des charges. Leur place normale, c'est la classe 6. Qu'est-ce qu'ils font dans la classe 2? C'est en vue de les amortir sur plusieurs exercices. Donc, du point de vue financier, ces charges doivent être éliminées de l'actif de l'entreprise, parce que l'actif, c'est la richesse, donc on ne peut pas posséder des frais et des charges. Donc, on doit les éliminer de l'actif en contrepartie des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que les capitaux propres, c'est la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Et donc là également, on retrouve les mêmes explications de tout à l'heure. Alors, maintenant, on va voir les primes de remboursement des obligations. Alors, les primes de remboursement des obligations, sont représentées par le poste 213 et également le compte 2130. Alors, les primes de remboursement des obligations représentent les primes octroyées lors des émissions des emprunts obligataires. Alors, tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un emprunt obligataire et par la suite, je vais revenir sur ces primes. Alors, les emprunts obligataires, les emprunts vous connaissez, ce sont les dettes obligataires. Alors, obligataire vient du mot obligation. Et les obligations représentent ce qu'on appelle un exemple de titre financier. D'une façon générale, il y a deux types de titres financiers. Il y a ce qu'on appelle les titres de propriété et il y a les titres de créance. Alors les titres de propriété, l'exemple type que vous connaissez sont les actions. Alors comme vous le connaissez, une action vous donne le droit d'être actionnaire. Donc vous avez une part dans le capital. Et il faut avoir un bénéfice pour bénéficier de ce qu'on appelle les dividendes. S'il n'y a pas de bénéfice, bien évidemment, vous n'aurez pas de dividendes. Contrairement à cela, il y a ce qu'on appelle des titres de créance. L'exemple type, c'est ce qu'on va voir, ce sont les obligations. Alors, les obligations sont des titres financiers, mais qui ne vous donnent pas le droit d'être actionnaire. Vous êtes considéré comme un simple créancier. Et donc, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle en retour des intérêts. Et cela, quel que soit le bénéfice. Donc on peut dire qu'avec les obligations, vous avez moins de risques. Vous courez moins de risques. Contrairement au titre de propriété, si vous êtes actionnaire, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de dividende. Mais là également, il y a plus de risques, certes,
mais également il y a plus de rentabilité. C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire chez Apple, vous avez une grande rentabilité. D'accord? Alors ça, c'est concernant, si vous voulez, les deux types de titres financiers. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant par obligation? Alors, obligation, c'est un titre financier de créance qui vous donne le droit d'être créancier de l'entreprise. L'entreprise. Alors, les emprunts obligataires représentent quoi donc? Représentent un moyen de financement.